Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour vous. Merci beaucoup monsieur. Merci. Et voilà pour vous. Merci. 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 Bonne soirée. Vous imaginez la même scène en 75? On serait en train de dîner où? On sera en train de dîner où? Dans une brasserie française, je pense. Ouais. Et là, on est chez McDo, là. Voilà. Ouais. Bonsoir Jérôme Fourquet. Ouais, bonsoir à vous. Vous m'invitez dans des endroits de qualité. Ouais, écoutez, voilà. Hein. Mais est-ce que McDo fait partie de la culture française? Aujourd'hui, oui. Hein, McDo, c'est 2 millions de clients par jour, 1600 restaurants. Et donc, ça appartient à ce que moi j'appelle la couche yankee. Hein, c'est comment la culture américaine s'est déposée très en profondeur sur tout le paysage français. On avait fait une enquête, nous, pour la Fondation Jean Jaurès, qu'on avait appelée Génération McDo, qui montrait donc que les 18-35 ans fréquentaient assidûment cet établissement, comme d'autres chaînes de restauration américaine rapide. Mais on montrait aussi que 40% de ces jeunes avaient déjà une ou plusieurs fois fêté leur anniversaire ou ceux de proches chez McDo. 25% avaient déjà eu un date chez McDo. C'est vrai. Voilà. Et plus sérieusement, 10% de cette classe d'âge, 18-35 ans, avaient déjà travaillé chez McDo. Et donc, quel emploi... le travail, c'est important. Voilà, emploi saisonnier, job d'été. Bien sûr. Et donc, quelle entreprise aujourd'hui voit passer 10% d'une classe d'âge à un moment donné dans ses effectifs? Donc, on voit bien, le premier McDo va ouvrir en France en 79, à Strasbourg. Ok. Après, il va fermer, d'autres vont s'attendre. Et donc, aujourd'hui, 1500, 1600 restaurants. Et donc, on voit qu'en 40 ans, c'est devenu un lieu de rencontre, un peu le café du village. Mais il y a une forme d'institution. C'est institutionnalisé. Moi j'ai des images puisque on est en visuel ce soir. Absolument, je vous présente Riyad d'ailleurs. Enchanté. C'est ça qui travaille parce que lui il porte la caméra pour Voilà, on enchanté. mange. Non, on déguste. Et donc c'était au moment en janvier dernier, au moment de du mouvement des agriculteurs. Et donc sur une chaîne d'infos en continu de nuit. Il y a un reportage sur un barrage sur une autoroute à côté de Montauban. Et donc l'agriculteur est face caméra, il y a un bras zéro, donc les images on les connaît, il a un bonnet et il parle des difficultés de son métier, etc. Et il fait nuit noire dans la campagne et au loin il y a juste un point lumineux, un M de McDo Ouais, jaune, qui est implanté. Donc ça fait partie des paysages qu'on pourrait appeler génériques de la France contemporaine. Partout il y a un McDo. En ville, à la campagne, dans les zones périurbaines également. Vous avez cité beaucoup McDo, on est obligé de citer les concurrents quand Oui, même. oui. Mais d'ailleurs c'est un peu pareil, enfin, j'imagine que le premier c'était McDo, mais Burger King, Quick, les autres sont KFC, dans... etc. Voilà. Tout le monde suit derrière avec des centaines de points de vente. Et est-ce que d'une certaine manière on a été américanisé parce qu'on mange ça ce soir et qu'on n'est pas dans une brasserie à la Claude Sauté en train de fumer une clope dans les années 70, mais est-ce qu'on a francisé McDo? Alors, très bonne question. Ah merci, ça me fait plaisir. L'histoire de McDo en France est un peu tumultueuse. On se souvient de tournant des années 2000 où José Bové va entre guillemets démonter le McDo de Millau pour protester contre déjà des accords de libre-échange et aussi contre la malbouffe. Donc José Bové, ses moustaches d'Astérix, c'est le prototype, l'idéal type de la résistance française à l'américanisme américain, yankee, etc. En plus, on est à Millau, pas loin du Larzac. Et donc McDo va tirer les conclusions de tout ça en disant, pour qu'on continue notre développement ici en France, il faut qu'on francise davantage notre concept. Et on va donner des libéralités à la filiale française du groupe pour qu'elle s'adapte à ce terroir très particulier. Et donc par exemple, vous voyez ce qu'on fait là ce soir, c'est une hérésie chez McDo US. Ici en France, 40% des repas chez McDo sont pris assis. Parce qu'on est français, on va chez McDo, mais quand on est français, on mange assis à table. Voilà. Aux États-Unis, vous prenez en take-away, comme on dit en bon français, et ensuite vous partez. McDo a joué aussi sur les codes couleurs. Oui, avant c'était rouge. Ça reste rouge dans beaucoup de pays, mais en France, il y a eu le droit de faire autrement. On a vu tout le travail qui a été fait pour que l'approvisionnement soit d'origine française. Et donc, McDo s'est intégré dans l'écosystème. Et donc, effectivement, comme tout phénomène d'hybridation, ça marche dans les deux sens. Je pense que toute une partie des jeunes générations n'ont plus forcément complètement conscience que McDo, c'est américain, quoi. Alors, sur les questions de gastronomie, pourquoi, surtout en France,
pourquoi notre culture, la culture française, elle n'est pas assez forte pour résister à ça? Alors, Parce que le jambon beurre, c'est vrai qu'il n'y a personne qui se dit allez, ce soir, viens, on va se faire un jambon beurre entre copains, on va fêter notre anniversaire autour d'un jambon peut-être beurre. parce qu'on n'a pas su marketer les choses, développer une chaîne. C'est vrai. Le sandwich. C'est ce que font bien les Italiens, par exemple. Alors, on va y revenir justement. Et moi, j'ai réfléchi sur ce sujet-là en disant bon, on est deux nations sœurs, France et Italie, Oui. deux nations latines, Oui. deux nations où la gastronomie est érigée un peu en sûr. art de vivre et c'est un Une bataille, qui est la meilleure? battle, comme on dirait chez McDo. On s'aperçoit que il y a un travers très français, en ce sens que sur la gastronomie, comme sur d'autres secteurs, on en reparlera tout à l'heure, on est très bon dans le luxe et dans le premium, et donc la haute gastronomie, la grande cuisine française, est un produit d'export et de rayonnement culturel sans pareil. D'accord, quand même. Ah, bah, bien sûr, hein, on voit tous les grands chefs français et quand les dirigeants... Ils ont des cartes dans des grands hôtels. Voilà, et et quand les dirigeants de Dubaï à Miami, en passant par Shanghai et Toronto, et quand les chefs d'entreprise, les chefs d'État étrangers viennent en France, on a le droit au menu, qui est le reste servi à l'Élysée. Ça fait partie de la diplomatie et des outils diplomatiques français. D'accord, donc ça marche. Donc là, sur le très haut de gamme, on a une culture française qui se maintient, qui est élitiste, qui est d'excellence. Mais ce qu'on a, et les Italiens sont sans doute moins forts là-dessus. En revanche, sur la cuisine populaire et familiale, on a complètement laissé tomber. Alors que les Italiens ont su conserver une cuisine de terroir. Je vais en voyage au bout du monde, je trouve des restos italiens en me disant bon, j'en ai marre de la cuisine locale, je vais me faire un truc, je vais manger une pizza ou des pâtes, quoi. Oui, mais Et ça se trouve, j'en trouve partout. Mais en Italie même, Ah en aussi, Italie même, il y a une culture qui il y a une résistance D'accord. et un attachement à l'alimentation nationale qui est sans doute plus forte que celle qu'on a ici. Tout ça et plein d'autres choses, on en parle là-dedans. Oui, il paraît. Voilà. Métamorphose française. Pourquoi avoir fait ce choix, vous qui écrivez des livres, de mettre ça sous forme de graphique, très résumé et d'une certaine manière sans analyse? Alors, Il n'y a pas d'analyse, il y a des faits, uniquement des faits. oui, alors, moi c'est mon métier de faire des graphiques, Oui. de compiler les données, de produire de la donnée. Je suis aussi géographe de formation et de tempérament. Donc on peut, comme pour parodier Houellebecq, la volonté de manier la carte et le camembert. Oui, d'accord. La carte et le camembert ou la courbe. Moi j'ai rajouté l'idée de mettre des photos puisqu'on parle beaucoup de paysages, de mode de vie. C'est vrai qu'il y a des photos. Voilà, avec comme on dit. Bah là, il y en a une. On va faire de la pub là. Parce que Allez-y. comme on est chez C'est l'heure McDo, de la promo. comme on est chez McDo, Là, c'est l'American Dream. Ah voilà. voilà le Buffalo Grill. Ici, le slogan de Buffalo Grill, c'est ici commence l'Amérique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça ne fait pas ça changer de nom. Alors ça change un peu de physionomie le resto. Ah ouais. Il y a moins les cornes, etc. Ça fait moins c'est moins la danse country. Mais donc l'objet, ce livre-là, c'était une idée du Seuil pour essayer de toucher un public un peu différent. C'est un public qui va être un peu moins lecteur, qui va pas vouloir. Parce que moi, j'ai joué avec ça. C'est-à-dire, écoutez, j'ai appelé des copains, j'ai dit faire un petit message, j'ai dit alors à ton avis, il y a combien de McDo en France? Voilà, donc on fait des petits paris comme ça. Enfin, ça pourrait presque être un jeu de société, au sens premier du terme. Vous nous donnez une idée. Vous voyez, vous êtes sondeur. Mais vous n'utilisez pas que le sondage. Non. Vous m'expliquez comment vous travaillez? Moi, je travaille à l'IFOP depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, j'ai commencé chargé d'études. J'ai progressé dans les échelons de l'Institut. Et donc, notre travail, c'est à la fois, bien sûr, de réaliser des enquêtes, des sondages. C'est la matière première et c'est la raison d'être de notre institut. C'est de produire des études pour obtenir des résultats et de compréhension. Ok, et d'ailleurs, qui vous paye? Ce sont des entreprises, des médias? Alors c'est tout ça, des entreprises, des médias, des On peut partis faire des politiques, sondages pour n'importe qui. des collectivités locales, des D'accord, associations. d'accord. On a acquis la conviction qu'il fallait croiser les données, croiser les regards et croiser les approches. Oui. Et donc il faut mobiliser d'autres sens sociaux
ou d'autres séries statistiques. Donc c'est quoi vos autres armes à part le sondage? bah, c'est la cartographie notamment. Ouais. Alors, typiquement Ça, sur les résultats électoraux, par exemple, sur l'implantation d'une chaîne de magasins, sur des choses très intéressantes qu'on avait fait pour Le Figaro. On avait étudié la géographie de la défiance vaccinale. Vous voyez, on voyait qu'au moment du Covid, certaines régions françaises, je crois que c'est dans le livre, c'est dans la partie sur les fractures. Ouais, c'est ici, l'opposition au vaccin. Voilà. Ouais. On avait ici pourquoi ce sud de la France est plus anti-vax, était plus réfractaire et était plus réticent à se faire vacciner. Donc on avait mis en regard avec le développement de l'agriculture bio dans ces départements. Oui, ça colle. Et avec les médecines douces également. D'accord. On va voir comment ça matchait. Alors il y a des exceptions, c'est jamais parfait. Donc la cartographie, alors ensuite on essaye d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y aura un lien entre tout ça. Et donc là on convoque l'histoire, on va faire de la recherche documentaire, on va dépouiller la presse quotidienne régionale par exemple pour récupérer. Ah oui, vous faites ça? Alors pas sur tous les sujets. Oui, bien sûr. Mais pour voilà, en fait on essaie de faire flèche de tout bois en disant il faut qu'on produise de l'analyse et pour nourrir ces analyses, il faut aller chercher toutes les sources documentaires disponibles. Est-ce que vous faites du terrain? On essaye, on est un peu là ce soir. C'est le but parce que je vous entends dire plein de choses en plateau, maintenant je veux vous m'expliquer ça sur le terrain. Bon, bah allez. On y va? Ouais. Si vous avez presque fini les nuggets. Ouais, je finis les nuggets, ouais. Donc par exemple là, on est ici. Ouais. La première réaction de Jérôme Fourquet, c'est quoi? Tiens, le magasin, tiens, le pavé, on a goudronné, on n'a plus de pavé, ça change. Enfin, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Non, là, on voit l'emprise des entreprises du luxe. Oui. Et donc on voit bien comment ces Champs-Élysées sont devenus un espèce de grand showroom, essentiellement à destination des touristes. Moi, à titre personnel, je suis parisien, mais je viens quasiment jamais au Champ et non plus ni manger dans ce type d'établissement sur les champs. D'ailleurs, l'abandon de certains territoires par les locaux, je sais pas, c'est des autochtones, je sais pas comment on peut dire ça, ça témoigne de quelque chose. C'est très intéressant, vous vous souvenez, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'était ici. Alors oui, il y avait une brasserie célèbre qui avait été incendiée, mais un des objectifs majeurs des Gilets jaunes, c'était de pouvoir défiler sur les champs ou dans tous les lieux touristiques. Et en fait, parce qu'il y avait une image. Déjà, beaucoup n'étaient pas parisiens. Et donc c'était un peu le parcours de la manif, c'était le parcours du tour opérateur. On n'était pas du tout sur Bastille Nation ou République Nation. Qui sont des parcours traditionnels du mouvement ouvrier, de la gauche et de la gauche sociale française. Et là, le lieu, à un moment, donc c'était les grands magasins, la volonté de venir sur les champs. Alors ensuite, il y avait le lieu de pouvoir qui était l'Élysée. Mais je m'étais fait cette réflexion en disant ce parcours de manif, c'est typiquement le pari touristique. Et si on veut revenir sur la question de l'américanisation de la société française, le lendemain du premier samedi de manifestation des Gilets jaunes, beaucoup de vos confrères étaient en Seine-et-Marne, notamment les chaînes d'infos en continu, parce que la Seine-et-Marne est un département où il y a eu beaucoup de ronds-points occupés. Moi j'ai assisté en direct à la télé à une scène où on voit des palabres qui durent des heures sur les ronds-points, parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de feuille de route. Et ils se disent le lendemain matin, le dimanche, là, on continue le mouvement, où est-ce qu'on va? Et donc ils partent en cortège, en voiture, non pas à la préfecture de Seine-et-Marne, ils sont partis en cortège à Euro Disney, à Disneyland Paris. Et au bout de plusieurs heures de discussion et de forcing, ils ont obtenu que la sécurité de Disney ouvre les barrières et il y a eu libre accès à Disney le dimanche des Gilets jaunes. Et donc là, je me suis dit, là encore, vous voyez, j'ai vu ça, je me suis dit, on voit bien, donc c'est pas un mouvement social classique. On voit pas la CGT faire le siège de Disney. Non. Et on voit aussi l'américanisation comme entre guillemets, le but de la lutte, c'était d'avoir accès à ce temple du loisir et des activités récréatives. Alors ça, c'est intéressant parce que, d'ailleurs, ici, c'est un exemple magnifique. Vous dites souvent,
que nous sommes passés d'une nation de producteurs Oui, à une nation de consommateurs. oui. Là, on y est. Alors là, on n'a jamais Mais enfin, trop... d'ailleurs, on n'a jamais été producteurs ici, je crois Voilà, pas. sur les champs, Ouais. on n'a jamais trop produit. Mais pas trop loin d'ici, vous aviez sur tout le bord de la Seine une très forte présence industrielle. Hein, c'était l'usine Renault-Billancourt. Oui. Maintenant, il y a une cité de la musique. Oui. Et donc, ça Oui, fait donc là- on est passé de la production au divertissement. Voilà. Billancourt ferme le 31 mars 92 et le 10 avril de la même année, c'est l'inauguration de Disney. Donc en 15 jours, on est passé de Billancourt à Mickey. Et donc là, on peut dater au carbone 14 la grande bascule et la métamorphose, hein, symbolique. Pourquoi on n'a pas su rester un pays de production? Le mouvement de désindustrialisation a frappé toutes les nations occidentales, mais il a été plus violent chez nous encore, sans doute parce que toute une partie de nos élites économiques ou politiques ont adopté une attitude assez résignée ou fataliste, un peu dans une logique ou un schéma un peu marxiste grossier, on peut dire, de sens de l'histoire, en disant on a dit adieu à l'agriculture, le secteur primaire, et peut-être que, pensait-il, années 80-90, était venu le temps de dire adieu au secteur secondaire qui était celui de la production. L'économie française n'a pas créé dans le même temps 80% de postes de manager. Et donc, Oui. il y a toute une partie de la population qui se sent déclassée aujourd'hui parce qu'elle a investi plus ou moins dans les études. Les familles sont fières de leurs enfants qui sont les premiers de leur lignée à accéder aux études supérieures. On Et il n'y a pas traverse, forcément, pardon, et il n'y a pas forcément les emplois qui vont avec. Si on fait un peu de terrain, quand on se balade en France, eh bien, au niveau micro, on le voit très clairement, c'est-à-dire que dans beaucoup de villes moyennes françaises, maintenant que l'usine a fermé, on se tire la bourre entre l'hôpital public et la grande surface du coin pour savoir qui est le premier employeur local. Parce que Ouais, les usines ouais, ont fermé. oui, oui. Et donc aujourd'hui, relancer la consommation, c'est par du pouvoir d'achat aux fonctionnaires, aux retraités, par une augmentation des prestations sociales pour que la machine à consommer Alors fonctionne. justement, c'est ce besoin de consommer. Les Français s'y sont attachés et Alors, comme beaucoup consommer d'autres, hein. et pouvoir, Alors. d'ailleurs le pouvoir acheter. Le pouvoir d'achat, si on fait de l'étymologie de bas étage, c'est pouvoir acheter. Et Exact. donc dans une société de consommation, un des pouvoirs ou un des droits les plus répandus dans la population, c'est celui de consommer. Oui. Et donc, je suis ce que je consomme. Les enseignes que je fréquente et les marques que je peux payer à mes enfants disent, à mes yeux, à ceux de mes proches et du reste de la société, Ce que je suis, ce que je vaux. la place que j'occupe dans la société. Et si... Et ça n'a pas toujours été le cas. Il y a toujours eu des gens riches qui s'achetaient des belles bagnoles et des gens pauvres Oui, qui... oui, mais on va y revenir. Et si mon pouvoir d'acheter est limité, contraint, eh bien alors je ne peux pas l'exercer pleinement. Et si je ne peux pas l'exercer pleinement, alors je ne suis plus un citoyen de première catégorie, je suis un citoyen de deuxième zone. Vous savez, dans certaines constitutions, il y en a eu plusieurs, durant la période révolutionnaire en France, on faisait la distinction entre des citoyens actifs et des citoyens passifs. Ouais. Et là, c'est un peu ça, en disant, on est citoyen, mais on n'a plus accès à la consommation, donc quelque part, on a une vie qui est au rabais. Alors, est-ce que tout ça n'a pas toujours existé? Oui, en partie, mais vous voyez que dans la France des... Avant, comment on se plaçait dans la société Alors. si ce n'était pas par une question Alors, d'argent et de regardez, pouvoir d'achat, de alors. pouvoir financier. Je sais pas si c'est la question de pouvoir d'achat. La notion de pouvoir d'achat existait déjà. Regardez le rapport à la consommation et le rapport au temps, parce que tout ça est lié. Dans la France du début des années 60, on pourrait appeler la France Don Camillo Pépone. Oui, On a 35% des Français, d'après l'IFOP, oui, qui allaient à la messe tous les dimanches. oui. Et de l'autre côté, chez Pépone, on avait 20 à 25% de Français qui votaient communistes. Le grand historien Jean-François Sirinelli, une magnifique formule pour parler de cette France du début des années 60, il dit c'est une société du bonheur différé. Quand on est chez Don Camillo, les 35% qui allaient à la messe, on mange parfois des cailloux, mais on se dit là-haut ce sera sympa. Et donc on prend son mal en patience. En face, chez Pépone, on mange aussi des cailloux. Attention, on mange aussi des cailloux, mais on se dit, camarades, ce soir le grand soir, demain la révolution, et après-demain la société sans classe. On a 60% de la population à l'époque qui a des horizons d'attente. Encore une fois, Sirinelli parle d'une société du bonheur différé.
Aujourd'hui, Fabien Roussel fait 2% aux élections. Et il y a à peu près 3 à 4% de Français qui vont à la messe tous les dimanches. Les horizons d'attente ont été pulvérisés. Et le bonheur, c'est plus après-demain ou après le grand soir ou après la mort. C'est ici et maintenant ce que je peux consommer, ce que je peux offrir à mes enfants. On monte dans la voiture? Allez. Allez, vous montez de ce côté, Jérôme, allez-y. Merci. Vous avez un peu d'eau sur Bonjour, votre monsieur. droite? La bagnole, ça c'est... Le sondeur que vous êtes, c'est un sujet Ah oui. infini. Ah oui. Infini. Alors on peut même, voilà, à Paris, on peut faire même la bagnole à Paris. Oui, alors allons-y, c'est l'angle. La bagnole à Paris. Vous savez, on a toujours un moment dans cette émission qu'on appelle le point H. C'est le point Hidalgo, donc je crois qu'on va y venir. Oui, alors. Vous ne donnez pas votre avis, alors vous n'allez pas Non, dire non, de gentillesse ou de méchanceté alors, sur elle. Bah, moi, je suis plutôt dans une perspective analytique. Ouais. Et quelque part, ce que fait Anne Hidalgo vis-à-vis de la politique de circulation et la restriction de la place de la voiture dans Paris, elle est dans son jeu de mots, l'accélération Ouais. et la poursuite Et elle appuie sur le champignon, d'accord. voilà, d'une politique qui a été déjà engagée, où on avait embrayé dessus, déjà bien évidemment avec Delanoë, mais avant ça aussi, marrant votre lapsus quand même. avec Jean Tibéry. Et moi je cite toujours deux chiffres. En fin des années 90, il y a encore 50% de Parisiens qui ont une voiture, quand la moyenne nationale est à 75%. D'accord. Aujourd'hui, au niveau national, on est à 82% de la population qui est équipée en voiture. Et on est tombé à 35%. Donc on a augmenté. On a encore un peu augmenté au niveau national. Et que On revient 82% des Français qui ont une voiture? Oui. Ouais. Mais je veux dire, si on sort de Paris, c'est 100%. Enfin, Alors on va être sur des taux, ou des grandes métropoles. Oui, des voilà. grandes métropoles. Et à Paris, on est tombé à 35%. Donc vous voyez, il y avait 25 points d'écart il y a 25 ans, et aujourd'hui il y a 50 points d'écart. Donc c'est une différence qui est plus de degrés, c'est une différence de nature. Premier mandat de Chirac, on aménage la ville, on aménage Paris, la ville éternelle, pour faire la place à la voiture. Quelques années avant, il y a eu l'ouverture des voies sur berge. On a aussi creusé sous le Louvre des axes de... Donc politique pro-voiture. Pro-bagnole. Ouais. Illustration dans la culture et dans nos références. Le film Ciao Pantin, Ouais. 83. Coluche. Le fameux Ciao Pantin de Coluche. Coluche, il est pompiste Ouais. dans le film. Ouais. Vous voyez, si on retournait aujourd'hui une nouvelle version de Ciao Pantin, Ouais. le nouveau Coluche, il ne peut pas être pompiste à Paris. Il n'y en a quasiment plus. Vous voyez, donc c'est une butte témoin. Il n'y a en plus 80. des voitures électriques en Voilà. plus. Alors, Alors, soit électrique, soit il n'y en a plus du tout. Et donc on voit comment les choses se... là, il y a une dissociation très forte entre ce que j'appelle le peuple de la route, c'est-à-dire les gens qui, en province, continuent d'être dépendants au quotidien de la voiture, parce que c'est leur mode de vie, ils en ont besoin pour aller chercher leurs enfants, pour aller travailler, pour faire les courses. Passer de 90 à 80 km/h. Ah ben, le gilet jaune, c'est la taxe carbone, c'est les 2 centimes. Et la Super 5, c'était la voiture la plus vendue en France. L'option de base d'une Super 5, à l'époque, a un prix qui correspond à 8 mois de SMIC. La descendante de la Super 5, ce serait la Clio. Mais des options de base, c'est 13 mois de SMIC. Parce qu'avec nos Renault fabriqués en France, on est trop cher. Dacia est la 3e marque la plus vendue en neuf sur le marché du particulier. Et donc, par cet exemple du marché automobile, on voit le décrochage du bas de la classe moyenne qui n'arrive plus à suivre la montée en gamme. vous en connaissez un paquet des chiffres quand même. Ouais, bah, Non mais vous devez devenir cinglé au bout d'un moment. Ah, c'est un peu mon métier, c'est un peu mon métier. Alors après, vous me citez, on parle des chiffres qui sont dans le livre, donc ceux-là je les ai en tête, après il y en a que je connais un peu moins bien. Bah là c'est une autre ambiance. Hein, là. Ouais. Vous vouliez qu'on vienne ici? Pardon? Vous vouliez qu'on vienne ici parce que Oui, il y a 2 points importants. Il y a ce bâtiment, Voilà, tout à fait. l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, et il y a, ce pont. Pourquoi l'Assemblée? C'est une très vieille institution en France. Et puis depuis quelques mois maintenant, c'est redevenu le centre de la vie politique française. Depuis la dissolution ratée, et cette chambre introuvable, en tout cas avec une majorité introuvable, c'est redevenu un peu le chaudron dans lequel bat ou bouillonne la vie politique française. Ce pont, il nous rappelle aussi que la période que nous vivons, parce qu'on dit que c'est une période sans précédent, les affrontements politiques sont très virulents, mais sur ce pont,
s'est déroulée, et puis sur la place derrière, la journée du 6 février 1934, quand les ligues nationalistes et d'extrême droite, mais aussi beaucoup de mouvements d'anciens combattants, protestaient avec très forte violence et virulence. Et donc il y avait eu des affrontements très durs. Il y a eu des morts, une quinzaine de morts. Des centaines de blessés avec ce qu'on n'appelait pas à l'époque les gendarmes mobiles, on les appelait les gardes mobiles, qui avaient bloqué l'accès de l'Assemblée aux émeutiers. Et donc là aujourd'hui c'est très paisible, c'est beau, on pourrait faire une photo Émilie Paris sur ce pont. On serait bien, hein, regardez tous les deux comme ça. Et donc 6 février 34, c'est aussi une date intéressante parce que c'est ça qui va donner le coup d'envoi à la réunification de la gauche et qui va donner naissance au Front populaire face à la menace de l'extrême droite, d'une prise de pouvoir par l'extrême droite, alors non pas dans les urnes mais par la rue. Et clin d'œil de l'histoire, quand au lendemain de la dissolution décidée par Emmanuel Macron, les gauches qui s'étaient divisées, qui s'étaient affrontées très violemment pendant les européennes, eh bien en 48 heures, on refait bloc. C'est aussi face à la perspective d'une victoire du Rassemblement national, donc de l'extrême droite, et on reprend le terme de Front populaire. Et donc sur ce pont, quelque part, moi je trouve qu'il entre assez bien en résonance avec notre histoire l'histoire de longue durée, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez un terme, l'archipélisation, c'est votre mot. Ouais. Est-ce qu'on a une archipélisation de l'hémicycle? On pourrait dire ça ou pas? Alors, on est à minima à 3 blocs. Oui, peut-être un peu plus, non? Alors 3 blocs, c'est des blocs, si on est en logique de blocs. Donc déjà ça, c'est une vraie rupture dans cet hémicycle. Par rapport à tout ce qu'on vit depuis De Gaulle, justement, parce qu'il y avait eu la 3e force sous la 4e République, les gaullistes, les communistes et la 3e force. Au-delà des blocs, presque dans les rapports plutôt, entre ces personnalités et ces personnes qui sont dans cet hémicycle, qui se font face, et c'est pas loin, l'hémicycle c'est pas très grand, je ne sais pas combien il y a entre les... Alors il y a oui, bien sûr, il y a des tensions. Alors, les gens ils sont incapables de se parler, et puis qui n'ont rien en commun. Alors, là encore, si on reprend l'histoire de cette vénérable maison, on voit comment les joutes parlementaires ont été très virulentes par le passé. On se rappelle aussi des moments où on se battait en duel pour des noms d'oiseaux qui avaient volé, etc. Donc ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Maintenant, là où on peut parler d'archipélisation, c'est qu'on est sur 3 blocs. 2 de ces blocs, le nouveau Front populaire et le bloc central, sont eux-mêmes parcourus de clivage. Bien sûr. Et on voit qu'on n'arrive pas à dégager pour l'instant de majorité, mais de mon point de vue, c'est qu'une traduction parlementaire de l'archipélisation de notre société. Alors justement, est-ce que la Ve République, ses institutions, son mode de scrutin, a longtemps quadrillé cette archipélisation, et aujourd'hui elle n'y arrive plus parce que l'archipélisation est trop forte dans la société, elle se traduit ici. Et donc vous voyez que les institutions peuvent, et les modes de scrutin peuvent un temps contrecarrer des évolutions profondes ou les masquer. Mais arrivé à un moment, quand la maturation est trop forte ou les phénomènes sont trop importants, eh bien ça finit par se produire dans les urnes. Avec, si vous voulez, parler de la bagnole tout à l'heure, la situation qu'on est en train de vivre politiquement, ça me fait un peu penser à un mécano qui voudrait faire rouler son véhicule sur 3 temps, alors que son moteur est un moteur à 2 temps. Eh bien, rapidement, le véhicule va octer, puis va caler. Et donc, c'est la situation dans laquelle on est actuellement. Question, prolongement de ma question, est-ce que la Ve République est encore adaptée à la société que nous avons, ou que nous composons? Alors, la Ve République, c'est à la fois une constitution, mais c'est un état d'esprit aussi, c'est une culture politique, et c'est aussi des modes de scrutin. Parce qu'on peut très bien être, vous voyez, passer à la proportionnelle, c'est pas sortir de la Ve République. Dans la période que nous vivons, il y a 2 diagnostics qui sont possibles. Soit, premier diagnostic, qui je pense est secrètement partagé par un certain nombre de responsables politiques des oppositions,
c'est l'idée que on est dans une parenthèse. Oui. Attention, dans un moment un peu anomalique, je ne sais pas si on le dit comme ça, une anomalie on va dire. Et donc c'est pour ça que certains disent il faut pousser à de nouvelles élections, il faut pousser à une présidentielle anticipée, parce que la contradiction va se résoudre à mon profit. Oui. Je vais gagner la présidentielle, les législatives dans la foulée me donneront la majorité et on repart. Mais une présidentielle règle vraiment les choses? Non, pense-t-il. Oui. Et vous en pensez quoi? La deuxième diagnostic, c'est que c'est durable et que c'est pas parce qu'on redistribue les cartes et qu'on relance les dés qu'on va être sur quelque chose qui sera plus pratique à gérer. Et vous en pensez quoi? Moi, je suis plutôt d'avis que c'est pas forcément quelque chose de provisoire. Vous aimez Paris? C'est beau, hein, franchement. Oui. Ici, c'est peut-être le plus bel endroit de Paris. C'est un endroit qui claque bien. Il y en a d'autres sympas, mais là, c'est pas mal. Alors là, pareil, on parlait tout à l'heure de la place de la voiture. On voit bien cette place de la Concorde qui est coupée en deux et qui, on a aujourd'hui plus de la moitié de la place qui est interdite à la circulation automobile. Allez, on y remonte dans la voiture. Alors tout ça, c'est passionnant, mais on en fait quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à des gens comme vous qui êtes journalistes pour essayer de mieux cerner la société française, pour alimenter vos reportages ou vos papiers. Ça sert, on l'espère, aux citoyens. Pour qui, vous savez que dans une démocratie, plus le citoyen est informé, éclairé, mieux on se porte. Et puis ça peut servir peut-être aussi aux responsables, aux décideurs. Vous avez envie que votre travail, il en reste quoi? Qui s'en saisisse? Encore une fois, on écrit un livre, on espère qu'il va être acheté, qu'il va être lu. Oui. Et donc le regard qu'on porte va être diffusé. Donc c'est un peu comme un journaliste, quand vous écrivez, quand vous faites un reportage, on espère que les gens vont l'apprécier, qu'ils vont le trouver intéressant. Donc moi c'est je sais ce que vous allez me répondre, mais je prolonge ma question, j'y viens. Les gens se demandent, Fourquet il est passionnant, mais il roule pour qui? Et je sais que vous allez me dire, pour personne. Mais non, je roule pour l'IFOP déjà. C'est d'accord. Et moi je suis pour la séparation des pouvoirs aussi, donc chacun a sa place. On dit souvent, tiens, Jérôme Fourquet, il est invité à peu près partout, mais aujourd'hui, il donne des chiffres intéressants pour la droite et l'extrême droite. Est-ce que ça vous blesse, ça vous agace, ou vous dites, non, moi j'ai fait mon job, on dit ce qu'on veut de moi, je m'en fous? Oui, vous cherchez à être neutre et à être équilibré. Nous, on aspire à travailler avec tout le monde. Vous voyez, moi j'ai produit pas mal de notes pour la Fondation Jean Jaurès, par exemple. Quand on sort des analyses ou des sondages qui montrent qu'une grande majorité de Français est opposée à la réforme des retraites, par exemple, on n'a pas le sentiment de rouler pour la droite française. Oui, mais une analyse pour dire que les Français sont contre la réforme des retraites, que ce soit vous ou un autre, tout le monde peut le faire. Vous allez sur d'autres terrains. Des terrains, celle des prénoms, par exemple, où il y a, j'explique, il y a une page là-dessus. Oui, sur 20% des nouveau-nés qui reçoivent un prénom arabo-musulman. Voilà. Exactement. C'était 1% en 1960. Oui. Avec cet outil ou cette méthode des prénoms, on a essayé d'objectiver une des grandes transformations, des métamorphoses de la société française contemporaine liées au facteur de l'immigration. Et donc ça, je pense qu'il fallait que ce soit fait le plus sérieusement possible pour éviter... Parce que quand vous le faites, vous savez ce qui risque d'arriver. Qu'Éric Zemmour, par exemple, risque de s'en saisir. Oui, mais alors il avait pas mal lancé de polémiques sur un certain nombre de personnalités qui, à son goût, portaient des prénoms qui sonnaient pas trop français. Oui. Moi, j'ai la conviction que, en tout cas, quand on fait le métier qui est le mien, il faut montrer le réel tel qu'il est. Pas forcément tel qu'on souhaiterait qu'il soit, ou qu'il soit conforme à telle ou telle grille de lecture. Il est comme ça. Alors, quand on présente ça, certains vont nous dire, parce que s'il n'y avait pas de chiffres, vous savez, aujourd'hui les statistiques ethniques, c'est tabou en France, etc. Donc, moralité, c'est la porte ouverte à ceux qui vous disent, il y en a toujours eu autant en France que dans les années 30, le poids de l'immigration n'a jamais été un sujet, et d'autres qui vous parlent de grands remplacements.
Voilà. Et donc c'est les deux, dans le débat public, c'était ça. Et donc nous, on essaye de dire, voilà, nous, notre job, c'est de dire voilà où on en est. Et donc on peut prendre par exemple un indicateur qui est celui des porteurs de ce type de prénom à la naissance et voir l'évolution. Et donc on n'est pas dans le grand remplacement parce que c'est 20%, mais il y en a quand même beaucoup plus qu'avant parce que c'était 1% en 1960. Vous votez? Bah oui, comme bon citoyen. Non, vous pourriez me dire, bah tiens, non, je Si, oui, vous votez pour qui? Ah, ça, secret défense. Ouais. Ah oui, mais je sais bien. Vous venez d'où, Jérôme Fourquet? Alors moi, je viens d'où? Je viens de la Sarthe, je viens du Mans. Oui. Voilà. Donc j'ai toute ma famille toute ma famille, mes parents et mes tantes qui vivent encore là-bas. Et donc j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac. Ensuite, je suis parti faire mes études à Rennes. Vous grandissez dans quelle famille? Quel type de famille? Est-ce que vous êtes sociologisé vous-même? Oui, j'ai eu l'auto-analyse, ouais, bien sûr. Alors moi, mes parents, mon père était enseignant-chercheur en chimie à l'université du Mans et ma mère était bibliothécaire à l'IUT du Mans. Voilà. Et donc c'est intéressant, c'est une fac nouvelle qui s'est créée après 68, où avec les générations du baby-boom allaient faire des études. Et donc mes parents ils ont fait toute leur carrière là parce qu'ils ont été nommés quand ils ont fini leurs études. Et on habitait, ils habitent toujours dans un lotissement en sortie du Mans, à proximité de la fac du Mans. Voilà. Donc c'est un bout de l'histoire aussi. Donc la France des lotissements, des zones commerciales que je décris abondamment dans les livres, c'est celle dans laquelle j'ai grandi aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette sensibilité. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui je me trompe souvent dans la formule, je crois mais il dit qu'on est toujours du pays de son enfance. Bon voilà, moi c'est ça, c'est là où j'ai grandi, donc ça m'a marqué quand même. Voilà. Et donc quand je suis ici, je me fais parfois la réflexion maintenant. Vous dites que vous êtes parisien ou toujours pas? Non, de facto je le suis, mais je me vis pas comme ça. Alors que même qu'au compteur, j'ai passé plus de temps ici que là-bas, mais pour moi je suis toujours de là-bas. Votre enfance, elle ressemble à quoi? C'est quel milieu? Vous faites quoi? C'est quoi vos passions de gamin, d'adolescent? Ah ben, j'étais pas mal branché carte déjà. Alors pas carte électorale quand j'étais au collège, mais c'était plus la géopolitique, l'actualité, l'histoire, ça m'intéressait beaucoup. Donc ça m'a pas quitté. Voilà. Ça vous étonne qu'on vous pose des questions sur vous et que vous passionnez, qu'il y a des portraits sur vous, que ça vous surprend? Non, oui, un peu. Puis ça fait peut-être partie de l'exercice. Mais si ça rencontre un écho, je comprends qu'on veuille s'intéresser à l'émetteur. Mais franchement, c'est pas ça que je souhaite qu'on retienne. Est-ce que vous lisez les portraits qu'on fait de vous? Vous vous intéressez à ce qu'on dit de vous un peu par la force des choses pour essayer de regarder ça. Est-ce que parfois ça vous met en colère? Ouais, non, faut en prendre en laisser. Après, ça fait partie. Non, mais honnêtement, ça fait partie du jeu. Alors moi, j'ai lu un portrait de vous, parce que j'essaye d'en savoir plus sur vous là, maintenant. Qui dit que, par exemple, quand vous étiez étudiant, vous étiez d'une droite dure. Hein. Ouais, alors c'était d'extrême droite. Hein. Ouais. Donc c'était un portrait dans le Nouvel Obs déjà. Oui. Là, on est dans les années 90. Donc moi, je suis à Sciences Po à Rennes. Et donc, on est dans un milieu étudiant qui est, dans les années 90, qui est très majoritairement à gauche. D'accord. Et donc moi, c'est le moment de Maastricht, c'est le moment aussi, je vois la fermeture de Billancourt, etc. Et donc je ne suis pas dans le discours dominant mainstream qui est pro-européen. Passage à le type de société. Et donc c'est pour ça que j'ai pu être catalogué comme ça. Mais donc, c'est quoi. Ah, vous n'y êtes pas? Mais non, moi j'ai jamais milité dans une orga et j'étais pas sur ces. Vous n'avez pas nié. Je m'attendais à ce que vous qui cherchez la neutralité, j'attendais que vous me disiez non, c'est pas vrai, pas du tout. Non, mais moi j'étais pas dans le courant mainstream, donc. Du coup, j'étais catalogué comme ça, mais tout ça est toujours très relatif en fait. Voilà. Aujourd'hui, vous avez l'oreille des puissants, d'Emmanuel Macron notamment. Non, j'ai pas son oreille, je l'ai vu une fois. Ah, c'est pas vrai, vous l'avez vu qu'une fois? Je l'ai vu une fois. Attendez, je croyais que vous étiez le sondeur le plus écouté de France. Vous avez vu Macron qu'une fois? J'ai vu Emmanuel Macron une fois, donc c'était après la. Ah, c'est décevant, on va s'arrêter là. Je vais descendre. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sacoche? Parce que des documents. Non, c'est ça. Je repasse à l'Élysée après, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça.
Donc là, on est devant le Bataclan. Donc ça, moi, je passe régulièrement, plusieurs fois par semaine, le matin en allant travailler. Je fais un bout de marche à pied, donc c'est sur mon chemin. Et donc, cette salle résonne très fortement. On est aujourd'hui en 2025, il y aura bientôt 10 ans, il y a eu ces attentats du Bataclan. Et parmi deux des victimes qui ont péri dans cette salle, il y a deux camarades de promo de Rennes qui ont perdu la vie ici. Donc souvent, voilà, tous les matins quand je passe, ou les matins où je passe devant cette salle, j'ai une pensée pour eux. Puis là, je pense aussi à eux là, à ce moment précis. Et donc, vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce soir-là quand vous avez appris? Ouais, j'étais chez moi et on a vu. Moi j'habite un peu plus loin dans le 11e et j'habitais à l'époque à 50 mètres de la Belle Équipe. Ma compagne rentrait de déplacement. Et son taxi l'a déposé 1 ou 2 minutes avant que la Clio, on revient sur la Clio, avant que la Clio des terroristes des terrasses ne passe devant. Donc on n'a pas entendu les coups de feu parce qu'on n'était pas sur rue. Et puis ensuite, comme tous les Français, enfin beaucoup de Français, on a suivi de manière complètement sidéré le déroulement de cette soirée avec je ne sais plus s'il y a eu une interruption, pas du match de foot, en tout cas on entend les explosions. Et puis nous on était, voilà, comme dans le 11e, on était un peu dans l'hémicycle, l'hémicycle, dans le cœur de l'événement du séisme en fait. On dit souvent que ces événements, ces attentats de 2015 ont changer la société française. Et pas tant que ça. C'est intéressant. Pas tant que ça. Parce que je me dis toujours qu'il reste 10 ans après. Il y a des choses qui ont changé, mais. Est-ce que ça a pu transformer, par exemple, le vote des Français? Alors, ça l'a transformé. Il y a eu un effet. Évident quelques semaines plus tard, parce qu'il se trouve qu'on avait des élections régionales en décembre 2015. Et donc nous, on a vu à l'IFOP comment les intentions de vote en faveur du Rassemblement national avaient pris 2 ou 3 points après les attentats. Est-ce que les attentats ont constitué un trauma historique? Je ne pense pas. C'est-à-dire que ça n'a pas fait pivoter complètement la société française sur ses axes. C'est pas notre 11 septembre. Ça a confirmé ou conforté la part de l'électorat qui était déjà dans ce type de préoccupation. Après 2015, on est allé regarder les bureaux de vote de tous ces quartiers, ouais. Le Bataclan, les terrasses, etc. Et vous voyez que dans ces arrondissements-là et dans ces quartiers qui ont été, je disais l'hémicycle tout à l'heure, l'épicentre, je suis fatigué, l'épicentre du séisme, il n'y a pas de poussée de vote de droite ou de vote pour le Rassemblement national. De la même manière, sur un autre segment de l'échiquier français, on pourrait se dire que les catastrophes naturelles à répétition, typiquement les inondations dans certaines zones du Nord-Pas-de-Calais, les feux de forêt, les coulées de boue dévastatrices dans certaines vallées au-dessus de Nice. Du sud-est de la France, oui. Se dit, là, c'est un traumatisme historique. Oui. Il y a le réchauffement climatique. Donc je vais voter écolo. Et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, les gens, l'année dernière, ils ont été inondés 4 fois de suite. 4 fois de suite. Et donc là, on se dit, là, ils ont payé pour voir. Et au prochain coup, c'est bingo pour les écolos. Pour les Verts. Vous allez voir le vote écolo dans ces communes. Alors... Et donc, soit le trauma n'est pas suffisamment profond et puissant. Aujourd'hui, on est dans des démocraties. On était à l'Assemblée tout à l'heure. Ça fait plus de 150 ans qu'on vote en France. Oui. Et donc, il y a des habitudes, il y a une culture politique. Et donc, il y a des anticorps qui font que, même si vous êtes exposé à un événement hyper traumatisant,
eh bien, il n'est pas forcément en capacité de vous faire reconsidérer toute votre grille de lecture et vos convictions politiques. Alors on est devant une belle église, là il y a un beau clair de lune derrière. C'est magnifique derrière. Voilà, donc c'est l'église Saint-Ambroise. Et donc on voit comment la grandeur de ce bâtiment dit le poids qu'a occupé le catholicisme dans notre histoire de longue durée. Pour moi c'est d'abord ça l'archipélisation, c'est comment ces grands collectifs d'appartenance se sont disloqués et comment du coup la société quelque part s'est désagrégée. Est-ce que ce qu'on voit là, c'est magnifique, hein, a vocation à terme à devenir plus qu'un objet culturel, architectural, ou c'est pas si évident que ça? Il peut y avoir des renversements de l'histoire, ou quand un processus est engagé? Alors, sur un processus comme celui-là, on est quand même sur un processus qui est très très profond. Paraît-il qu'il y a de plus en plus de baptêmes, que ça revient? Alors, on ne va pas désespérer Notre-Dame après avoir désespéré Billancourt, mais aujourd'hui les nouveau-nés ne sont plus baptisés qu'à hauteur de 30%. C'était 70% au début des années 80. Oui. Donc c'est 70-30, on est à 30%. Qu'est-ce qui dit qu'en 80, donc on est 40 ans après, quand 2065, on est à nouveau 70% de baptisés? Écoutez, on se reverra à ce moment-là et on peut le souhaiter pour les catholiques. Mais pour moi, c'est un phénomène qui est assez ancré, assez profond. Et vous voyez typiquement le pape, c'est le premier pape qui vient de l'hémisphère sud. Oui. Et donc là, il y a un mouvement géopolitique majeur qui s'est opéré au sein du monde catholique, c'est que le centre de gravité, il n'est plus en Europe. Oui. Je crois que c'est dans les colonnes de votre journal qu'il y avait cette anecdote selon laquelle, c'était au moment où il y a eu des articles sur le camouflet que le pape a adressé à Emmanuel Macron ne venant pas à Notre-Dame pour la réouverture de Notre-Dame. Et il est raconté dans cet article que deux jeunes croyants français qui faisaient le tour d'Europe en vélo avaient obtenu une audience auprès du pape. Et ils se présentent en disant qu'ils viennent de la France, fille aînée de l'Église. Il leur aurait répondu « Ah, vous voulez dire la vieille grand-mère fatiguée ». Et donc on voit bien que là, on est quand même sur un processus qui arrive un peu à son terme. Dans l'archipel, on a des communautés catholiques qui sont toujours très dynamiques, qui font pas mal d'enfants, qui transmettent la foi, mais ils sont très minoritaires aujourd'hui. Vous parliez on entend ça en ce moment, disant il y a un retour des baptêmes chez les adultes. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé en France, fille aînée de l'Église, d'un catholicisme qui était un catholicisme d'héritage et de tradition. On ne vous demandait pas votre avis, vous étiez baptisé à la naissance, etc. Puis ça faisait partie de l'air que vous respirez. Et donc c'était majoritaire, à quelque chose aujourd'hui qui est un catholicisme d'affirmation et de choix. Et donc c'est très intéressant cette histoire de baptême, en disant des gens qui n'ont pas été baptisés, qui décident en conscience. Mais petit sujet, le nombre d'adultes qui se font baptiser est très très loin de compenser ce qui a été perdu chez les autres. Vous vouliez finir ici. C'est la rue de Sedaine, c'est laquelle? Sedaine, elle doit être juste là. Attendez. Elle doit être là, Sedaine. Elle est là. C'est celle-là? Ouais. Alors on finit ça parce que comme ça je suis pas loin de chez moi. Ah oui, c'est pour ça que vous voulez finir ici. Non, mais d'accord, j'ai compris. Genre. On a fait dans le cadre d'un précédent ouvrage la carte des votes par bureau de vote à Paris. Et on a vu qu'à la dernière élection présidentielle, ici à Paris, le match s'était joué entre Macron et Mélenchon. Oui. Pécresse et Hidalgo, comme ailleurs en France, n'existaient pas. Alors qu'elles tiennent la région et la ville. Voilà. Ouais. Et Marine Le Pen ne fait pas de score à Paris. Donc c'était le match Macron-Mélenchon. Et donc on avait parlé un peu d'un limès en fait. Donc c'était l'ouest parisien et le centre de Paris qui mettait Macron devant. Et l'est qui mettait Mélenchon. Et donc on a cartographié très précisément la ligne de front, la limite du limès. Et donc on est ici dans le 11e arrondissement. Et sur ce boulevard-là, ou sur celui d'après, passe le Limès. Donc plus à l'est et plus au nord, c'est Mélenchon.
Et ici, quand on se rapproche... Mais comment on peut l'expliquer? Alors, il y a le prix du mètre carré. Oui, mais que j'habite dans cet appartement ou dans celui-là... Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est 80-20 ou 20-80. Oui. C'est un changement de rapport de force. D'accord. Et donc la ligne de partage des eaux, et encore une fois, on n'est pas du 80-20, 20-80, elle passe ici et sur cette rue Sédène. On va se rapprocher aussi du Marais. Donc un prix du mètre carré élevé, une désirabilité très forte. Et puis de l'autre côté, là, quand on va monter progressivement vers Belleville. Et donc là, on est sur la ligne de front du Limès. Donc, alors après, il y a un côté un peu artefactuel parce que si le bureau de vote était découpé différemment, oui, ça on connaît ça. Oui. Par là, on va plutôt être sur le vote Mélenchon. Donc là-bas, là-bas et ici, et ici là, c'est la pointe ultime. Du pari qui a mis Macron devant. Est-ce que un arrondissement est immuable? On se rend bien compte, parfois on se dit, je me suis rendu compte à la mort de Jean-Marie Le Pen qu'il avait été élu à Paris. Enfin, ça paraît improbable aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que tout peut changer extrêmement vite. C'est-à-dire qu'un bastion n'est jamais un bastion. Alors, bon, j'imagine que le 16e aura du mal à basculer à gauche, mais ça, tout peut arriver. Kate Javel votait communiste dans les années 30. Oui. Donc voilà, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc après, essayer de comprendre le type de commerce. Alors souvent l'urbanisme c'est à peu près le même, mais on va voir des petits signes comme ça qui petit à petit, alors ça ne change pas du tout au tout d'un trottoir à l'autre, mais progressivement, vous voyez que c'est pas exactement la même chose. C'était passionnant, Jean. Bon, merci beaucoup. Merci de votre invitation. La France merci pour les nuggets. Oui, je vous en prie. la France d'après. Alors la France d'après, c'est après la métamorphose en fait. Oui, mais c'est quoi s'il y a une date? Allez. Alors une des dates, moi je vous disais c'est les 92, c'est d'accord. On vient à ce que la France d'après 92. C'est Maastricht, c'est fermeture de Milancourt. Mais avant c'est depuis Clovis? Non, mais bien sûr, ce que je vous disais, mais sur pas mal de sujets, ça n'avait pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura une France d'après, la France d'après. Ah oui, peut-être, mais enfin là on a déjà pas mal bougé quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, et vous êtes vous là-bas.